Howard Phillips Lovecraft, L'innommable. Un récit de 1925 que j'ai choisi d'insérer dans ce petit livre qui vient de paraître Point-Seuil, 13 histoires, dont Dagon, dont L'étranger, The Outsider, sans doute la plus célèbre de Lovecraft, l'emblème même de son fantastique, et puis La ville sans nom, Par-delà le sommeil, L'étrange maison haute dans la brume, Le temple, Le caveau et d'autres. J'ai essayé de prendre dans ce livre ce qui me semblait être le laboratoire principal de Lovecraft. Non pas seulement le fantastique, mais ce qui inclut dans ce fantastique le rapport à l'écriture et à la lecture. Le statut de ces livres maudits, comme prendre le mot de Lovecraft, et donc son Necronomicon ayant un rôle central là. Dans L'Innommable, l'élément biographique de base, c'est peut-être le goût qu'avait Lovecraft à quiconque de ses amis le visitait en Nouvelle-Angleterre, de les emmener rituellement faire un tour des vieux lieux de sorcellerie. La plupart des amis venaient en voiture, on partait pour Salem et Marblehead. Et dans Salem, ce vieux cimetière du XVIIe siècle, on est en 1925, on n'est pas dans le Salem touristique d'aujourd'hui, avec maisons abandonnées, avec les toits des villes, des mansardes, des thèmes qu'on trouvera souvent, en particulier dans ce fabuleux texte qui s'appelle « Rêve dans la maison de la sorcière » que vous connaissez, peut-être que je suis en train de retraduire. C'est une histoire qui doit faire une vingtaine de minutes maximum à lire, une quinzaine de pages. Elle m'intéresse pour une autre raison. Les deux personnages qui discutent, un serait plus rationnel que l'autre, mais les deux sont aussi fous. Un a choisi comme chemin d'être enseignant, il est un truc qui correspondrait à proviseur de lycée, si on comprend bien. Et puis Carter, celui qui raconte l'histoire, lui, il est auteur de nouvelles. Et croyez-le ou pas, il est auteur de nouvelles fantastiques dans des magazines. Et ce texte va paraître dans Weird Tales en 1925. Carter, dans d'autres récits, est une espèce de double explicite de Lovecraft. Donc voilà un personnage qui revient dans les histoires et incarne Lovecraft lui-même. Et en même temps avec un jeu, c'est un auteur fantastique, mais qui ne réussit pas ses histoires. Le fantastique, pour qu'il soit prouvé, il faut qu'il s'impose à l'autre, au raisonnable, à celui qui n'y croit pas. C'est ça, L'innommable, dans le décor de la vieille ville de Salem et son cimetière. Nous étions assis sur une tombe abandonnée du XVIIe siècle. Une fin d'après-midi, dans le vieux cimetière d'Arkham, et spéculions sur l'innommable. En voyant devant nous, en plein milieu du cimetière, le saule géant dont le tronc avait presque littéralement avalé une antique dalle devenue illisible, j'avais émis une remarque fantastique sur la nourriture spectrale et indescriptible que ces racines colossales devaient pomper à même cette terre charnelle et vénérable. Mon ami se moqua de moi devant un tel non-sens et prétendit que, faute d'enterrement depuis plus d'un siècle, en ce lieu, rien n'avait pu nourrir l'arbre autrement que de la façon la plus ordinaire. En même temps, ajouta-t-il, mes constantes remarques à propos de l'innommable ou de l'indescriptible étaient un jeu puéril, bien en rapport avec ma situation tout en bas de l'échelle des auteurs. J'étais trop heureux de finir mes histoires avec des soupirs ou des sons qui paralysaient les facultés de mes personnages et les laissaient sans courage, ni mots, ni idées pour dire ce qu'ils avaient éprouvé. Nous savons les choses, continua-t-il, seulement au travers de nos 5 sens ou de nos intuitions religieuses. En conséquence de quoi, il nous est quasi impossible de nous référer à quelque objet ou spectacle qui ne peut être dépeint par de solides définitions ou des faits établis, ou les doctrines avérées de la théologie, de préférence celles des congrégationnistes, avec toutes les modifications que la tradition ainsi que Sir Conan Doyle avait pu y apporter. Avec cet ami, Joel Manton,
je m'étais souvent ainsi paresseusement opposé. Il était le proviseur de la East High School, né et élevé à Boston, partageant cette surdité auto-satisfaite de Nouvelle-Angleterre aux harmoniques délicates de la vie. De mon point de vue, seules nos expériences normales et objectives sont susceptibles de signification esthétique. Et le rôle de l'artiste n'est pas tant d'augmenter nos émotions fortes par l'action, l'extase ou l'étonnement, que de maintenir un calme intérêt qui nous permette d'apprécier les détails pertinents de la vie de tous les jours. Il réservait spécialement ses objections à mon attrait pour le mystique et l'inexpliqué, et bien qu'il crût au surnaturel encore plus complètement que moi, il n'aurait pas admis que ce soit un terrain suffisant pour un traitement littéraire. Qu'un esprit puisse trouver son meilleur plaisir à s'échapper des contraintes quotidiennes pour que des images habituellement usées par la fatigue et l'habitude dans les figures répétitives de l'existence immédiate soient recombinées de façon originale et dramatique était quelque chose de pratiquement incroyable pour son intelligence claire, pratique et logique. Selon lui, toutes les choses et sensations s'établissaient avec des dimensions, propriétés, causes et effets précis. Et quoique il sût vaguement que l'esprit nous impose parfois des visions et sensations d'une nature beaucoup moins géométrique, classifiable, expertisable, il croyait se justifier en dressant une ligne arbitraire qui repoussait hors de son chemin tout ce que ne pouvait expérimenter et comprendre le citoyen ordinaire. Il était donc à peu près convaincu que rien ne pouvait être qualifié d'innommable. Cela ne lui était simplement pas accessible. Et bien que pleinement conscient de la futilité des arguments métaphysiques ou intuitifs confrontés à la suffisance d'un terrien orthodoxe, quelque chose dans l'ambiance de cet après-midi me poussa à aller un peu plus loin que nos divergences habituelles. Les pierres tombales en décrépitude, les arbres patriarches et la ligne brisée des toits vénérables de cette ville qui nous entourait, réputée pour sa vieille sorcellerie, tout cela se rassembla pour m'inciter à défendre mon point de vue et à porter mes convictions dans le territoire même de l'ennemi. Bien sûr, il n'était pas si difficile de commencer une contre-attaque, et je savais que Joel Mountain s'accrochait encore comme il pouvait à pas mal de superstitions de bonnes femmes que les gens plus sophistiqués avaient réfutées il y a longtemps. La croyance en l'apparition de gens à l'agonie dans un lieu distant, ou l'impression laissée par des visages d'autrefois sur des fenêtres à travers lesquelles ils avaient regardé toute leur vie. Au crédit de ce que murmuraient nos grands-mères campagnardes, j'insistais présentement, venait la foi en l'existence sur Terre de substances spectrales séparées de leurs composantes matérielles, mais y survivant. Cela autorisait la faculté de croire à des phénomènes au-delà des notions naturelles. Parce que si un mort transmettait son image visible ou tangible de l'autre côté du monde, ou traversant l'épaisseur des siècles, serait-il plus absurde de croire que telle maison abandonnée soit pleine de choses sensibles, bizarres, ou que ces vieux cimetières grouillent de l'intelligence terrible et désincorporée de générations enfuies? Et si les esprits qui voudraient causer toutes ces manifestations qu'on leur attribue ne pouvaient être limités par aucune des lois de la matière, pourquoi serait-il plus extravagant d'imaginer des choses mortes et psychiquement vivantes dans des formes ou l'absence de formes, qui pour la plupart des humains qui en seraient témoins seraient complètement ou épouvantablement innommables? Le sens commun, assurais-je à mon ami avec quelque chaleur en réfléchissant à ces sujets, est principalement une absence stupide d'imagination et de flexibilité mentale. Le crépuscule était venu, mais aucun de nous deux pour souhaiter clore cette conversation. Mountain ne semblait pas ébranlé par mes arguments, plutôt obstiné à les réfuter, ayant cette confiance en ses opinions qui, sans aucun doute, lui avait valu ses succès d'enseignant.
tandis que j'étais trop sûr de mon domaine pour craindre la défaite. La nuit se fit. Les lampes s'allumèrent timidement dans quelques-unes des fenêtres éloignées, mais nous ne bougions pas. Nous étions confortablement assis sur cette tombe, et je savais que mon prosaïque ami n'était pas troublé par le trou caverneux dans le vieux caveau où les racines se mêlaient aux briques derrière nous, ni par l'obscurité rendue plus opaque encore par cette bâtisse chancelante et déserte du XVIIe siècle plantée entre nous et la rue la plus proche et éclairée. C'est ici, dans l'ombre, sur la tombe fissurée et sous la bâtisse à l'abandon, que nous parlions de l'innommable. Et après que mon ami eut fini de se moquer, j'évoquai la preuve affreuse derrière l'histoire dont il s'était moqué le plus. Mon récit s'intitulait « La fenêtre du grenier » et était paru dans le numéro de janvier 1922 de Whispers. En de nombreux endroits, particulièrement les États du Sud et la côte pacifique, on prenait position contre ces magazines, disant que ce n'était qu'invention d'esprits faibles. Même en Nouvelle-Angleterre, ils ne bronchaient même pas, se contentaient de hausser les épaules à mes extravagances. On ne pouvait démarrer avec une chose dont il était avéré qu'elle fût biologiquement impossible, paraît-il, encore une de ces fichues histoires de patelins cinglés comme celle que Cotton Mather a été assez crédule de rassembler dans son chaotique Magnalia Christi Americana, si pauvrement documenté qu'il ne s'est même pas aventuré à situer les villages où surgissent ces horreurs. Et pour trouver mes exemples, j'exagérais la transcription sommaire de cette vieille légende. Rien de cela n'était possible, mais caractéristique d'un gribouilleur inconsistant et partiel. Mather avait raconté les choses comme on les lui avait dites. Mais personne, sauf un sensationnaliste de bas étage, n'aurait pensé à les grossir ainsi, regarder la nuit à la fenêtre des gens, se cacher dans le grenier d'une maison, en chair et en esprit, jusqu'à ce que quelqu'un regarde à cette fenêtre des siècles plus tard, sans pouvoir décrire ce que c'était, sauf que cela avait fait virer ses cheveux au blanc. Tout cela, c'était évidemment de la camelote, et mon ami Manton n'était pas le dernier à y insister. Alors je lui racontais ce que j'avais trouvé dans un vieux journal tenu entre 1706 et 1723, déterré parmi des papiers de famille, à même pas 1 kilomètre d'où nous étions assis. Cela donc, puis l'incontestable réalité des cicatrices sur le dos et la poitrine de mon ancêtre que décrivait ce journal. Je lui parlais aussi d'autres terreurs dans le pays, et lui dis comment on en avait chuchoté pendant des générations, et comment aucune folie mystique ne menait le jeune homme qui, en 1793, était entré dans telle maison abandonnée pour y examiner ce qu'il y avait, selon la rumeur. C'était quand même une chose étrange. Rien d'étonnant à ce qu'en tremblent des étudiants trop émotifs dans les âges puritains du Massachusetts. On en sait si peu de ce qui se produit sous les apparences, si peu sauf d'horribles grondements, comme si éclataient des bulles putrescentes lors d'occasionnels et fantomatiques aperçus. La sorcellerie, en sa terreur, est un horrible ray de lumière sur ce qui bout dans les cerveaux accablés des hommes, et même pour une bagatelle. Époque sans beauté, époque sans liberté. On peut le voir à ces architectures des maisons qui survivent et aux sermons empoisonnés de leur religion rigide. Et sous cet habit de ferraille rouillée grince et lui la perversion hideuse, diabolique et patentée. Si j'y pour de vrai, l'apothéose de l'innommable. Cotton Mather, dans son démoniaque 6e livre, que personne ne devrait lire après la nuit tombée, ne mâche pas ses mots tandis qu'il plonge dans l'anathème, farouche comme un prophète juif, laconique et impassible comme personne aujourd'hui ne saurait l'être. Il parle de cette bête qui était au-delà de la bête, mais moins que l'homme. La chose aux yeux flétris,
et du misérable ivrogne hurlant qu'ils avaient pendu pour avoir de tels yeux. Ce qu'il raconte abruptement, mais sans aucune allusion à ce qui s'ensuivit. Peut-être qu'il ne le savait pas, peut-être qu'il le sut, mais n'osa le dire. D'autres le surent et n'osèrent le dire. Il n'y a pas de trace publique avérée de ce qui se chuchota à propos du verrou sur la porte de l'escalier du grenier dans la maison de tel vieil homme sans descendance, aigre, brisé, et qui avait fait poser une dalle d'ardoise vierge sur une tombe maudite. Encore qu'on puisse remonter assez de pistes dans cette vague légende pour faire tourner le plus indifférent des sangs. Et tout cela, cet ancestral journal que je trouvais le racontait. Toutes les insinuations cachées, tous les contes murmurés à propos de ces choses aux yeux flétris, aperçus aux fenêtres dans la nuit ou dans les champs déserts en bordure des bois. Quelque chose s'était saisi de mon ancêtre sur une tombe, sur une sombre route de la vallée, le laissant avec des marques de cornes sur la poitrine et dans le dos des griffes comme de singes. Et quand ils enquêtèrent sur les empreintes laissées dans la boue humide, ils trouvèrent des marques de sabots fendus et de pattes vaguement anthropoïdes. Et un conducteur de poste raconta une fois qu'il avait vu un vieil homme pourchassant et appelant une effrayante chose bondissante, sans nom, sur Meadow Hill, dans un timide clair de lune, des heures avant l'aube, et beaucoup le crurent. Il y eut certainement d'étranges palabres cette nuit de 1710, quand le vieil homme brisé et sans descendance fut enterré dans la crypte à l'arrière de sa propre maison, à côté de la dalle d'ardoise vierge. Et personne n'ouvrit jamais la porte du grenier, abandonnant la maison à ce qu'elle était, déserte et ruinée. Quand il en surgit des bruits, on chuchota, on s'effraya, on s'exaspéra, que le verrou sur la porte du grenier, on espéra que le verrou sur la porte du grenier résisterait, puis ils cessèrent d'espérer quand l'horreur survint au presbytère, ne laissant pas une âme vivre dans les lieux. Avec les années, la légende devint une affaire de fantômes. Je suppose que la chose, si c'était une chose vivante, avait dû s'éteindre. La mémoire s'en attarde hideusement, encore plus hideuse d'être si secrète. Pendant mon récit, Manton était resté pensif, mais en revint progressivement à sa manie analytique. Il accordait, par égard à mon raisonnement, que quelques monstres surnaturels avaient vraiment existé, mais me rappela que même les plus morbides perversions de nature ne les contraignent pas à être innommables ou scientifiquement indescriptibles. Je respectais sa clarté et son opiniâtreté, mais j'ajoutais quelques révélations supplémentaires que j'avais recueillies de quelques vieilles personnes. Ces légendes avec fantômes qui vinrent plus tard, expliquai-je, se référaient aux apparitions d'un monstre plus effrayant que quoi que ce soit d'organique pouvait l'être. Des apparitions de formes bestiales, gigantesques, parfois visibles, parfois seulement tangibles, qui venaient flotter lors des nuits sans lune et hantaient cette maison, la crypte à ses pieds et la tombe où un jeune arbre avait poussé près d'une dalle anonyme. Quant à savoir si de telles apparitions avaient blessé ou étouffé à mort d'autres victimes, comme allégué dans des sources non corroborées, elles avaient fait une forte et consistante impression. Et bien des plus âgés des gens d'ici les craignaient encore, obscurément, même si largement oubliés par les 2 dernières générations, disparaissant peut-être parce qu'on cessait d'y penser. Et pour autant qu'une théorie d'ordre esthétique le permettait, si les émanations psychiques des êtres humains pouvaient subir de grotesques distorsions, quelle représentation cohérente pouvait exprimer ou figurer une nébuleuse aussi infâme et déformée que ce spectre d'une perversion chaotique, pernicieuse, en elle-même un morbide blasphème contre la nature. Ébauché par le cerveau mort d'un cauchemar hybride,
Une telle fumeuse terreur ne constituait-elle pas l'effrayante vérité de l'innommable, vérité exquise, hurlante? Il devait être bien tard maintenant. Le vol singulièrement silencieux d'une chauve-souris m'effleura, et je crois qu'il troubla aussi Manton, parce que, même sans le voir, je perçus qu'il leva le bras. C'est lui qui parlait à présent. Mais cette maison, avec la fenêtre du grenier, elle est encore debout et abandonnée? Oui, répondis-je, je l'ai visitée. Y as-tu trouvé quoi que ce soit au grenier ou ailleurs? Il y avait des ossements là-haut, dans les combles. C'est peut-être ce que ce jeune homme avait vu. S'il était émotif, il n'aurait eu besoin de rien d'autre dans la vitre de la fenêtre pour le perturber grandement. S'ils venaient tous du même être, ce devait être une monstruosité délirante, hystérique. Il aurait été blasphématoire de laisser traîner de tels ossements. Alors je suis revenu avec un sac, je les ai portés jusqu'à la tombe derrière la maison. Il y avait une ouverture, j'ai pu les verser. Ne pense pas que j'étais fou. Il aurait fallu que tu vois ce squelette. Des cornes de 4 pieds, mais un visage et des mâchoires, comme toi et moi. Enfin, je pus percevoir qu'un tressaillement s'était saisi de Manton, qui s'était rapproché tout près. Mais sa curiosité n'en était pas amoindrie. Et à propos de ces fenêtres, elles avaient toutes disparu. Une des fenêtres a perdu tout son cadre, et aucune trace de verre dans les ouvertures en losange. C'étaient des fenêtres de cette façon, ces vieilles fenêtres à meneaux qu'ils utilisaient avant 1700. Je ne crois pas qu'elles aient eu un vitrage depuis au moins un siècle ou plus. Peut-être que notre étudiant les a cassées quand il a été si effrayé. L'histoire ne le dit pas. Manton réfléchissait de nouveau. « J'aimerais la voir, cette maison, Carter. »« Elle est où? Vitre ou pas vitre? J'aimerais l'explorer. Et la tombe où tu as versé ces ossements, et l'autre tombe sans inscription. Tout ça, c'est un peu terrible. »« Tu l'as vu, la maison. Du moins, tant qu'il faisait jour. » Mon ami fut plus affecté que je ne l'aurais pensé. Parce qu'à cette petite touche d'inoffensive théâtralité, il s'éloigna de moi presque avec répulsion, poussa un cri, comme une sorte de hoquet qui libéra la tension, jusqu'alors accumulée. C'était un cri bizarre, et ce qu'il y eut de terrible, c'est la réponse qui lui fut faite. Alors que son cri résonnait encore, j'entendis un sourd craquement dans l'obscurité impénétrable, et compris qu'on ouvrait une fenêtre dans cette maison ancestrale et maudite au-dessus de nous. Et parce que toutes les autres menuiseries avaient disparu depuis longtemps, je sus que c'est depuis les meneaux de là-haut, cette démoniaque fenêtre du grenier, qu'on ouvrait le bois sans vitre. Alors nous enveloppa un souffle d'air gelé, nauséabond, méphitique, qui venait de la même direction effroyable, suivi d'un hurlement aigu juste à côté de nous, depuis l'affreuse tombe de cet homme et de son monstre. Un autre instant, et je fus renversé de mon banc mortuaire par le battage de quelque entité d'une taille gigantesque mais de nature indéterminée, frappé à en ramper sur l'humus et les racines de ce cimetière abhorré, tandis que de la tombe surgissait un grondement étouffé de halètements grouillants, et que mon imagination en peupla les classes sans lumière de légions miltoniennes de damnés difformes. C'était le vortex tourbillonnant d'un vent glacial, et puis l'effondrement de briques mal scellées et de plâtre, mais je m'étais par chance évanoui avant de pouvoir saisir ce que c'était. Manton, bien que plus frêle que moi, et plus résistant, et nous rouvrîmes les yeux au même instant à peu près, malgré ses blessures plus graves que les miennes. Nos lits étaient côte à côte, et nous comprîmes en quelques secondes que nous étions à l'hôpital Saint Mary. Le personnel nous entourait avec une curiosité tendue, impatient de nous aider à retrouver la mémoire, en nous racontant comment nous étions arrivés ici. Et nous entendîmes bientôt parler de ce fermier qui nous avait trouvés à midi dans un champ perdu au-delà de Meadow Hill, à 2 kilomètres du vieux cimetière.
un lieu réputé pour avoir été celui d'un ancien massacre. Manton avait 2 méchantes blessures à la poitrine et quelques coupures moins graves ou entailles dans le dos. J'étais moins sérieusement blessé, mais c'était couvert de contusions et d'échymoses de la plus sauvage espèce, dont l'empreinte d'un sabot animal. Il était clair que Manton en savait plus que moi, mais il se refusa à dire quoi que ce soit au médecin interloqué et questionneur dès qu'il sut à quoi ressemblaient nos blessures. Alors, il expliqua que nous avions été victimes d'un taureau devenu fou, encore qu'il fût difficilement crédible que nous ayons par ici rencontré un tel animal. Une fois que les docteurs et infirmières nous eurent quittés, je lui lançai la question fatale. « Nom de Dieu, Manton, mais c'était quoi? Nos cicatrices, c'est à cause de ça ?» Et j'étais beaucoup trop effrayé pour me réjouir quand il me répondit à voix basse, ce dont bien sûr je me doutais. Non, c'était pas ça, pas du tout. C'était partout. Une gélatine, une bave. Oui, cela avait forme, 1 millier de formes. L'horreur, au-delà de toute pensée, il avait des yeux flétris. C'était l'abîme, le maelstrom, l'abomination ultime. Carter, c'était cela, l'innommable. Howard Phillips Lovecraft.